On aborde maintenant la dernière ligne droite de ce PAF spécial 2022. On va parler de numérique et d'économie avec Virginie Févé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la présidente de Startac, qui est une entreprise de formation au numérique pour les salariés, pour les entreprises. Vous êtes aussi l'autrice, on dit ça comme ça, hein, de Stratégie e-marketing avec Maëlys Bulk, hein, vous êtes deux. Racontez-nous en 2 mots ce livre. C'est un livre, alors pour la petite info, je me suis formée avec Micro-Application à l'époque, donc c'est édité chez Micro-App aussi. Donc c'était un peu une façon de rendre ce que j'avais appris. Vous a été donné. Voilà, donc première édition 2013, donc on en a la 4e édition. C'est 100 fiches pratiques qui permettent d'apprendre le marketing digital et de se poser les bonnes questions avec que des cas pratiques, c'est du concret. Très pratique, absolument, très, très pratique et très concret. Et puis Nicolas Dandry, bonjour. Bonjour Patrice. Alors on va parler, vous êtes de la rédaction de TV78 et on va parler avec vous d'économie. On va d'ailleurs commencer avec vous. On va essayer de voir quels sont au fond les grands chiffres qui peuvent nous alerter sur l'économie en 2022, dans les points difficiles, les points positifs aussi. C'est ça, et on va utiliser des chiffres de 2020 et de 2021, parce que 2022, c'est difficile de prévoir la situation. Vous voyez, hein, la situation, elle est vraiment très incertaine en ce moment, avec notamment le variant Omicron qui ne permet pas aujourd'hui aux chefs d'entreprise de se projeter, des investissements, de se projeter sur leur activité. La remise en place aussi du télétravail dans de nombreuses entreprises à cause de ce variant et de la reprise de l'épidémie a créé déjà des conséquences sur l'activité des restaurants et des commerçants. Une baisse des chiffres, quelques chiffres. Voilà, il y a des conséquences. Évidemment. Puisque les travailleurs ne vont pas dans leurs entreprises, et ils ne consomment pas, ils ne vont pas manger au restaurant le midi. Et des chiffres qui nous viennent de la CPME d'Île-de-France constatent qu'il y a déjà une baisse entre 20 et 30% de l'activité des restaurants par rapport à une activité normale d'avant-crise, quoi. Même le click and collect, ça ne compense pas. Ça ne compense pas, parce que le restaurant, forcément, les gens vont forcément sur place manger, et donc il y a une baisse de l'activité qui est notée par les restaurants d'Île-de-France. Et enfin, le dernier sujet, c'est la question des prêts garantis par l'État. Oui. Mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà répondu à cette inquiétude en annonçant un report, en tout cas un étalement du remboursement jusqu'à 10 ans pour les TPE qui sont vraiment en difficulté. Voilà ce qu'on peut dire sur cette année 2022 qui est, comme je le disais, incertaine et difficilement prévisible au niveau économique. Alors, c'est difficilement prévisible, mais on va quand même regarder un peu les principales données. Il y a quelques chiffres qui sont inquiétants, enfin sur lesquels il faut réfléchir. Il y a d'autres chiffres plus rassurants, je pense à la croissance notamment. On commence peut-être par les chiffres des défis économiques, c'est-à-dire il y a d'abord la dette. La dette post-Covid. Aujourd'hui, la dette publique française atteint 115,3% du PIB. Ça a pris 18 points de pourcentage entre 2019 et 2021 aujourd'hui. Le déficit public, ça c'est une autre donnée, donc avait atteint 9,1% du PIB en 2020. Cette année, on a baissé, c'est 8,1% du PIB. Alors le déficit, c'est ce décalage qu'il peut y avoir entre les recettes et les dépenses sur un an. Voilà. Alors c'est évidemment les conséquences de la crise sanitaire. C'est les conséquences de la crise sanitaire. L'État a investi massivement pour soutenir l'économie. C'est ce qui fait que l'État s'est endetté. Mais aujourd'hui, l'État français s'endette pour peu cher. C'est-à-dire que, comme tout particulier ou comme toute entreprise, l'État paye des intérêts sur ce qu'il emprunte. Et donc en 2020, l'État emprunté sur 10 ans à moins 0,3%. C'est-à-dire qu'on gagne presque en empruntant. Exactement, c'est ça, c'est que ça ne coûte rien à l'État français, et aujourd'hui, le taux, il est entre 0 et 0,25. C'est vraiment très faible, et donc l'État français, ça ne lui coûte rien en termes d'intérêt d'emprunter sur les marchés. C'est d'ailleurs pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, et il y avait beaucoup de gens qui financer les prêts d'État qui se portent sur d'autres financements, notamment, on en avait parlé, mais les NFT, la vogue des NFT vient aussi de ce qu'il y a. Il faut placer l'argent, quoi. Bien sûr. Et l'argent prêté aux États ne rapporte pas. On le voit bien. Et c'est pour ça que le marché des actions, d'ailleurs, aujourd'hui, le CAC 40 atteint des records, puisque les particuliers, ceux qui veulent investir,
préfèrent plutôt les actions ou d'autres produits financiers comme aussi Oui. les NFT que les obligations d'État. Un dernier mot quand même. Le point positif, c'est la croissance. Croissance record depuis les années 70, début des années 70. Une croissance de 6,7%, c'est une prévision. On aura le chiffre définitif au premier semestre 2022. Ça serait peut-être même un peu plus haut que ça. Ça serait peut-être plus haut que ça, oui. Donc, pour le moment, c'est prévisible. Les prévisions disent 6,7% de croissance en 2021, alors qu'en 2020, on était à moins 7,9%. Donc, on voit qu'on compense. Aussi, voilà, c'est un rattrapage. Les effets et le rattrapage de la crise sanitaire. Hein. Un des enjeux autour de la dette, ça va être la question des règles européennes. Le traité de Maastricht imposait avant un déficit maximum de 3%. Et une dette publique de 60% du PIB. On va voir ce que les dirigeants européens vont décider. Est-ce qu'ils vont vouloir modifier les règles ? 9, vous le disiez. Hein, alors, on est à 8, en déficit, on est à 8,1% au lieu de 3%. Voilà. Et la dette publique, elle est à 115,3% du PIB au lieu de 60%. Donc on dépasse beaucoup. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, qui prend la présidence de l'UE, veut faire revoir cette règle. D'ailleurs, c'est une règle dont on n'a jamais su tellement pourquoi, dans les conditions dans lesquelles elle avait été adaptée, pourquoi 3%, pourquoi pas 4%. C'est vrai que c'était assez secret hein, comme règle. Et c'est vrai que, bon, à peu près tous les pays, l'Allemagne, il faudra voir, parce que l'Allemagne est encore fait partie des pays qui veulent respecter les règles budgétaires, notamment le nouveau ministre de l'économie. Mais il y a probablement un consensus, il y en a un entre la France et l'Italie notamment, pour relever ce plafond de 3%. Et voir ce qui peut être modifiable au niveau européen, effectivement. L'autre sujet, qui est pendant un peu de la dette, c'est l'inflation. Mmh. On le voit en 2021. Ah oui, alors le retour de l'inflation. Parce que oui, c'est vrai qu'on avait oublié. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, il y avait des inflations à 15%. Enfin, du temps de Giscard, du temps de Mitterrand, il y avait des inflations absolument énormes. 15%. Là, on était habitué depuis quelques années à très très peu d'inflation. Enfin, moins de 1%, quoi. Très peu d'inflation, alors que l'argent circule. Mmh. Les banques centrales injectaient beaucoup d'argent ces dernières années, notamment la Banque centrale européenne, qui injectait beaucoup de monnaie dans l'économie. Et d'après la théorie, cette masse monétaire devait amener de l'inflation. Et en fait, on ne le constatait pas. Il y avait très peu d'inflation ces dernières années. Et là, en 2021, la France, donc c'était un chiffre de novembre 2021, l'indice de prix de la consommation en France s'est atteint 2,8%. Mmh. Alors, c'est une hausse de l'inflation entre 2020 et 2021 due à un rattrapage par rapport à la crise sanitaire. L'économie était à l'arrêt, les matières premières s'étaient effondrées. Je prends l'exemple, par exemple, du pétrole. En avril 2020, il était qu'à $20 le baril. En octobre 2021, c'est $80 le baril, multiplié par 4 le prix. Et on l'a vu d'ailleurs avec les prix à la pompe. À la pompe, absolument. Qui n'ont heureusement pas été multipliés par 4, mais qui ont beaucoup augmenté. Augmenté. Donc il y a un effet sur les matières premières, il y a un effet aussi sur les pénuries. On a entendu Donc parler. Ça, c'est conjoncturel. C'est vraiment conjoncturel. Alors il y a une autre inflation, qu'on appelle l'inflation structurelle. Plutôt structurelle, et c'est par rapport à ce que je disais auparavant, par rapport aux banques centrales qui injectent de la monnaie dans l'économie, qui peut engendrer de l'inflation. Et là, on l'a vu ces dernières années, la Fed aux États-Unis, la Banque centrale européenne a injecté de l'argent sur les marchés en rachetant des actifs. Alors, pour faire simple, c'est-à-dire que les États s'endettent, la Banque centrale européenne, pour maintenir les taux auxquels les États peuvent emprunter, rachète qui sont donc des taux très de la dette des États pour maintenir les taux faibles. Et notamment, la BCE avait mis en place un programme d'achat urgence pandémie en mars 2020 pour répondre à l'endettement des États pour soutenir l'économie. Et d'ailleurs, la Banque centrale européenne mettra fin à ce programme en mars 2022. Mais par contre, elle maintient son programme de rachat d'actifs que Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, aujourd'hui président du Conseil en Italie. Mais du coup, à l'époque, en 2011, il avait lancé ce programme d'achat d'actifs des pays européens pour mettre fin à cette crise de la dette européenne et sûrement sauvegarder la zone euro. Absolument.
Donc oui, c'est ça. Donc il va falloir surveiller cette inflation parce que qui dit inflation dit aussi relèvement des salaires, enfin, etc. Bien évidemment. Il y a toute une chaîne qui se met en place en cas d'inflation. Vous parliez de la reprise. Donc les entreprises vont un peu mieux. Elles recrutent facilement? Non, c'est là où c'est un peu compliqué pour certains secteurs et certaines entreprises. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, la reprise, elle s'est vue dès le mois de septembre. Il y a eu une explosion de la reprise, l'activité est revenue, mais certaines entreprises ont eu des difficultés à faire face et ont parfois même refusé des marchés. Je prends 2 chiffres qui nous viennent encore une fois de la CPME d'Île-de-France. En 2021, 47% des PME et des TPE d'Île-de-France connaissaient ce manque d'effectifs. Et parmi elles, 53% ont dû refuser des marchés. C'est très simple. Par manque de... C'est très simple, voilà. Des entreprises n'ont pas manque de personnel. Manque de personnel. Hein. Elles ont des marchés en face. Elles en ont tellement qu'elles doivent refuser certains marchés parce qu'elles n'ont pas assez de personnes au sein de leur entreprise. Alors, il faut dire que le chômage a baissé. Le chômage atteint, je crois, 8% aujourd'hui. 8%, ce qui est un des meilleurs taux de chômage qu'on ait jamais eu. Mais 8%, c'est quand même pas le plein emploi, tout à fait. C'est vrai. Le plein emploi, c'est à partir de 5% à peu près. Hein. C'est vrai. Et si on prend pareil, donc ça vient de quoi? Il faudrait savoir d'où ça vient, parce que certains disent c'est parce que les gens préfèrent finalement ne pas travailler. Alors il y a quand même hein. plusieurs problématiques. Il y a déjà une problématique de rendre attractif le métier. Le métier, absolument. Prenons d'ailleurs les secteurs qui sont impactés par ces difficultés de recrutement. Il y a le bâtiment, la restauration, le service à la personne et le numérique. J'en ai pris 4. Le numérique aussi. Mais voilà, le numérique est aussi concerné pour différentes problématiques. On va le voir avec vous, Virginie. Mais d'abord, sur la restauration, le service à la personne et le bâtiment aussi, c'est une problématique d'attractivité. Les salaires ne sont pas forcément très hauts, non? Les salaires ne sont pas très hauts. D'ailleurs, il y a eu des renégociations dans différents secteurs d'activité et aussi dans différentes entreprises. Et puis, c'est aussi les conditions de travail. Les conditions de travail difficiles, absolument. Voilà. Le numérique, c'est une problématique de formation, clairement, c'est ça? Il y a ça et que effectivement les métiers évoluent, il y a de plus en plus de besoins. Juste pour d'ailleurs répondre sur la partie chômage, je pense que les dispositifs de formation ont aussi contribué. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes ont été mis en formation, ont été mis en chômage partiel pendant cette période. Et donc effectivement sur les taux, ça doit se ressentir aussi. Ça se ressent aussi, absolument. Et quand on parle des dispositifs maintenant de formation là, qui ont été mis en place pour le Covid, il y a eu quand même des plans de transformation numérique très importants qui ont été déployés dans les sociétés parce que effectivement on n'a pas de profil formé de façon opérationnelle et que parfois en termes de formation on n'a pas des formations, on peut pas se former et puis vivre sur ses acquis pendant 10 ans. Le numérique ça évolue très vite et donc il faut se mettre à jour très très régulièrement. Quand on met un pied dedans, en fait finalement on démarre la formation, donc il faut des formations très concrètes, très opérationnelles et toujours à jour quoi. Donc c'est un vrai sujet. Absolument. On le voit sur 50 ans en il y a plusieurs écoles. Je pense notamment à l'école 2600 qui a lancé une formation en cybersécurité à Montigny-le-Bretonneux parce que la cybersécurité a véritablement c'est un des grands enjeux. On en parlera peut-être tout à l'heure avec vous, mais c'est vrai que plus le monde se numérise, je peux dire, plus la cybersécurité est importante. Et il faut des compétences. Et puis le sujet, c'est que finalement, le numérique, c'est ce qui a permis aussi de maintenir l'activité. On peut maintenant trouver des clients en ligne, on peut communiquer. On parlait du télétravail avec vous tout à l'heure, qui est en effet une des nouvelles données. Même si dans certains secteurs, comme vous le disiez, ça peut poser des problèmes. Peut-être un mot quand même sur le plan de relance et puis cet objectif qui avait été défini par Emmanuel Macron, la France 2030. Alors commençons d'abord par le plan de relance, 100 milliards d'euros déployés, 519 millions d'euros dans les Yvelines pour 198 entreprises bénéficiaires. Alors, 198 entreprises. Voilà, 198 entreprises. Alors, c'est des grands groupes, mais il y a surtout un tissu important de PME et de TPE dans les Yvelines, des startups aussi. Et du coup, ça a permis de financer, enfin en tout cas d'aider au financement, parce que certaines entreprises avaient un investissement global.
Une part était financée par l'entreprise, l'autre part était financée par ce plan de relance et par l'État. Ce sont des projets industriels de modernisation des outils de production. Certaines entreprises ont relocalisé des activités qui étaient à l'étranger et ont ramené l'activité en France. C'est aussi des projets d'industrie du futur, d'innovation soutenus dans les Yvelines. 85 millions d'euros pour l'écologie, avec notamment de la transition environnementale pour certaines entreprises, ou encore ce programme de l'avion vert, avec Safran à Saint-Quentin en Yvelines, et Safran qui a passé un partenariat, ça a été annoncé en septembre dernier, Safran a passé un partenariat avec Total Energy pour développer un biocarburant destiné aux avions. Vous avez parlé ensuite du programme France 2030, 30 milliards d'euros sur 5 ans. Et là, je vais vous proposer de rester dans l'environnement parce que c'est l'enjeu, c'est l'un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Et d'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé 8 milliards d'euros sur l'énergie pour développer l'hydrogène pour les véhicules et le nucléaire, donc un maintien de l'énergie nucléaire en France. 4 milliards d'euros sur les transports du futur avec l'objectif de produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Les chiffres viennent de tomber ce matin dans les Échos. Un bond énorme du marché de l'automobile électrique en 2021. Donc on voit que... Oui, parce qu'il y a une enquête qui est tout à fait passionnante, qui montre d'ailleurs que les Français en très très grande majorité restent attachés à l'automobile. On essaie de leur dire qu'il faut arrêter l'automobile. Ils restent attachés à l'automobile et en même temps, ils veulent faire des efforts pour l'environnement, d'où la faveur aux véhicules électriques. Et il y a peut-être aussi un phénomène sur les transports. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre de transport, elle n'est encore pas déployée d'une telle manière à ce qu'on puisse être totalement autonome, même quand on va à Paris. Oui, absolument. Je pense que ça doit impacter, sur le fait qu'on va conserver son véhicule. Quoi. Et on a bien vu que quand on a voulu prendre des mesures plus restrictives, notamment, je pense, les 80 à l'heure, ça a provoqué la crise des gilets jaunes. Et très rapidement, 2 milliards d'euros sur l'alimentation saine, durable et traçable, et 3 milliards d'euros sur la santé, et enfin 2 milliards sur le spatial et les fonds marins. Je ne sais pas ce qu'on a dans le spatial, mais l'enjeu spatial est... C'est intéressant parce que important aussi. Si on regarde au fond, c'est une innovation totale dans la société. On va s'intéresser au spatial, on va s'intéresser à une autre alimentation, on va s'intéresser à l'électrique. C'est vrai que c'est aussi les changements appliqués par et d'ailleurs sur le spatial, contre le réchauffement climatique notamment. Sur le spatial, on a Ariane Group au Mureau dans les Yvelines, et l'autre jour, je me suis rendu dans une entreprise située aux Loges en Josas qui s'appelle Sirius Space and Services et qui veulent développer des lanceurs de satellites réutilisables. Et donc ils sont en cours de développement, ils font leurs tests aux Loges en Josas et ils vont sûrement faire une expérimentation réelle dans cette année et produire les premiers prototypes d'ici à la fin de l'année. Et ils recherchent d'ailleurs actuellement une usine de production, ils cherchent à s'implanter sur le plateau de Saclay. Donc encore une entreprise innovante qui sera présente et qui est déjà présente dans les Yvelines. Puisque vous en parlez, je signale que le 24 janvier prochain, ici même, avec les gens de l'UVSQ, on fêtera le premier anniversaire du lancement du satellite de l'UVSQ qui était parti l'an dernier, qui avait été lancé par Elon Musk, par le groupe d'Elon Musk. Et donc on va parler d'espace, de conquête spatiale et de l'importance de l'espace dans le monde qui vient. Virginie Févé, on va parler maintenant de numérique avec vous. Nicolas parlait du télétravail. Évidemment, le télétravail, c'est devenu une donnée essentielle. Et ça implique de pouvoir se former, d'être formé. Ça implique le numérique. Il n'y a pas de télétravail sans numérique. Exactement. Déjà, c'est vrai que la nouvelle réglementation là, qui oblige les entreprises finalement à mettre 4 jours par semaine les salariés en télétravail. C'est vrai qu'on n'est plus dans juste un télétravail d'1 ou 2 journées par semaine, donc c'est vrai que c'est quasiment la majorité du temps de travail. Et effectivement, le numérique, ça joue sur plein d'aspects. Il y a toute la partie, comme on disait tout à l'heure, d'aller chercher des clients, parce qu'on peut de moins en moins les voir en face à face, on peut de moins en moins assurer des rendez-vous, il faut avoir son pass sanitaire pour aller au restaurant. Toute l'activité commerciale est quand même relativement ralentie. C'est vrai que le numérique, ça permet
créer du lien, de continuer à échanger, de continuer à capter des nouveaux prospects, rassurer aussi ses clients existants. Est-ce qu'il y a des vraies angoisses qui se créent aussi? Est-ce que les entreprises... Il y a des angoisses dans le télétravail. Enfin, il y a évidemment l'angoisse de pas rencontrer ses collègues du bureau, mais de savoir si on est équipé, si on saura faire. Il y a aussi ça. Ce qui est sûr, c'est il y a une étude qui est parue récemment qui montrait, 80% des responsables informatiques disaient que ça avait considérablement accéléré la transformation numérique, parce que tout le monde a dû s'y mettre, maîtriser les outils même de base. C'est-à-dire que parfois même les suites de base bureautiques, on ne les maîtrisait pas. Donc le numérique, ça prend différents aspects. Et puis ensuite, effectivement, il y a toute cette façon de s'organiser dans la gestion des mails, dans la partie communication, dans le stockage. On parle également de sécurité, mais il y a une vraie obligation de se former et d'accélérer en fait une montée en compétences dans le domaine. Oui, l'importance de la formation. Et est-ce que là-dessus, il y a des aides de l'État pour les entreprises, pour la formation au numérique? Oui, d'ailleurs, c'est un des axes prioritaires du gouvernement. Donc, il y a aussi bien, alors, il y a déjà tous les fonds de formation et la mobilisation des fonds par les OPCO qui sont quand même assez importants dans notre pays, mais également le CPF, on en a beaucoup parlé, de l'usage du CPF pour les formations. CPF, c'est quoi? Le compte personnel de formation. C'est ça. Tout le monde ne l'a pas activé, tout le monde ne sait pas encore, c'est assez surprenant. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être renseigner des gens. Moi, j'arrête pas de recevoir des SMS et des mails me disant « Activez votre compte de formation ». Je me dis, c'est des escrocs ou c'est vrai, ça? Alors, il faut faire attention. Faire gaffe, effectivement, il y a quand même, derrière ça, il y a eu beaucoup de détournements des comptes CPF. Il y a aussi... Il y a eu beaucoup d'arnaques dans le domaine, et puis certains se font passer parfois par des organismes publics pour vendre des formations et faire utiliser les fonds en mettant des pressions en disant que finalement il faut vite consommer les fonds. Donc il faut faire très attention et être très vigilant. Effectivement, ça a poussé de plus en plus, les entreprises ont poussé finalement à l'usage de la formation pour des périodes où l'activité était au ralenti. Et donc effectivement, la formation, c'est une bonne manière. Oui, et après, sur le dispositif spécial, c'est le FNE qui est quand même incroyable et dont on parle très peu, le Fonds national de l'emploi, qui permet aujourd'hui de déployer des gros plans de formation pour accompagner la transformation numérique de l'entreprise sur un an, déployé sur un an, donc tout 2022. Et du coup, effectivement, c'est quand même assez exceptionnel. Au démarrage, c'était un fonds qui était dédié simplement aux entreprises en difficulté. Oui. Et là, maintenant, c'est vraiment pour l'accompagnement d'une mutation numérique. Donc, c'est vrai que ça permet de former toutes les équipes et de les faire monter dans le domaine. Donc, les entreprises peuvent activer leurs droits. Et se faire financer complètement. Se faire financer, oui, absolument. La donc formation. Ça, c'est très important. Et ça montre aussi cette mutation des entreprises vers le numérique. Quelles sont les questions, puisque vous faites, vous, de la formation pour les entreprises, pour les salariés, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent, que les entreprises ou les salariés vous posent le plus souvent? Alors, souvent, il y a aussi un problème de base, c'est de ne pas savoir ce dont on a besoin. Oui. C'est aussi identifier clairement quelles sont les compétences que j'ai besoin dans mon entreprise. Il y a aussi des secteurs qui, finalement, ont moins pris le pas d'aller dans le numérique, comme l'industrie, qui, finalement, aujourd'hui, dit encore, ou tout le B2B, qui pense qu'effectivement, c'est encore pas tout à fait approprié et qu'il faut laisser ça aux entreprises avec des biens de consommation courants. Donc, la première question, c'est quelles sont les compétences dont j'ai besoin, quels sont les moyens que je vais y allouer. Et puis ensuite, sur les autres questions, il y a effectivement, on parlait aussi de génération. Il y a cette angoisse de savoir... Oui, une fracture générationnelle un peu. Est-ce que tout le monde peut se former au numérique? La première question, c'est ça. Ouais, est-ce que je suis capable de me former? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? Exactement. Et puis, on met tout et rien dans le numérique. C'est-à-dire qu'il y a codeurs, qui sont des métiers très techniques, et puis il y a des métiers de marketing digital, qui sont community management, animer les réseaux sociaux, ou rédiger pour le web, qui sont plus accessibles, entre parenthèses, et qui ne ça peut prendre assez vite. Complètement. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, et d'ailleurs, c'est aussi un des sujets du gouvernement pour la suite sur les formations dans le numérique, c'est pousser aux formations opérationnelles, professionnelles, qui permettent d'être très vite, concrètement, de pouvoir les activer très vite en entreprise. Parce que le problème de toutes les formations théoriques ou très longues, c'est que parfois, elles sont très vite obsolètes. Et voilà, c'est un monde qui bouge sans cesse. Donc, Exactement. Ouais. Et donc, il faut très vite aller vers du concret et du cas pratique, quoi. Il n'y a que ça, la pratique. Alors, on en disait un mot tout à l'heure. Évidemment, la question de la cybersécurité va être essentielle dans les
dans les mois, dans les années qui viennent. Elle est déjà. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'attaques d'entreprises sur ces territoires, notamment. Alors, ce qu'on appelle des ransomware, c'est-à-dire que un pirate informatique va bloquer un système d'un réseau. Dans une entreprise, dans un établissement public. Dans des villes. Dans des villes. On a vu ça pendant la crise sanitaire. Et donc, le pirate informatique bloque le système. Dans les hôpitaux aussi, ouais. Et forcément, quand un hôpital, une mairie a son système informatique bloqué, eh ben, le pirate va demander une rançon en échange du déblocage. Des rançons qui peuvent être énormes. Hein. Et alors, en France, on a l'interdiction de payer une rançon informatique. Il me semble que c'est une règle de l'ANSSI, c'est ça qui interdit de payer les rançons informatiques et il faut débloquer après le système. La question du déblocage du système est... Et puis ça évolue tellement vite. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la cybersécurité, ça n'a pas de fin. Quelqu'un pour avoir créé le système et qui l'a sécurisé, donc cette personne... Enfin bref, en tout cas, les données sont très très vite accessibles et c'est vrai qu'il faut renforcer en permanence. Et l'enjeu, c'est que parfois, sur des choses très communes, en télétravail par exemple, on stocke nos fichiers sur nos ordinateurs qui ne sont pas toujours sécurisés, on partage notre vie sur les réseaux sociaux, on partage qu'on est en vacances et qu'on est peut-être responsable de quelque chose et que du coup, on sait l'absence. On l'a vu d'ailleurs, je crois, c'était il y a quelques années, sur Le Monde, quand il y a eu un problème. Enfin bref, il y a eu un piratage. Beaucoup Effectivement, on partage plein de choses. Dès qu'on s'en va en vacances, on dit qu'on est parti. Alors pour les cambriolages, c'est pareil. Et donc c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de tous les enjeux. Des réseaux sociaux, parfois, on donne des renseignements qu'on ne devrait pas donner, mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Et donc c'est vrai réfléchir un peu. Au-delà même de la sécurisation du matériel, il y a aussi toute l'information qu'on véhicule, qu'on communique, et dont on ne se rend pas compte de l'impact, ou tous ces gens qui font des fichiers Excel de leur mot de passe, qui se rendent pas compte. Voilà, je parlais tout à l'heure des comptes de formation personnelle où il y a peut-être un peu d'escroquerie. J'ai l'impression que les boîtes de cybersécurité se multiplient. Là aussi, il faut peut-être faire attention avant de s'adresser à une boîte de cybersécurité. Il y a des grandes entreprises qui s'y mettent. Il y a un grand groupe. On pense sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. On pense à Airbus Cybersécurité, qui a son siège à Elancourt. On pense à Atos, qui a aussi son siège, qui a un site aux Clés-sous-Bois. Et après, il y a des startups. Après, ça ne veut pas dire que d'autres entreprises plus petites ne sont pas excellentes. Bien sûr, il y a des startups qui a été primée d'ailleurs. Oxybox. Absolument, Oxybox. Oxybox, situé à Guyancourt. Je pense aussi à Silicom Silla, qui est engagé dans la formation en cybersécurité. Et Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agglomération est aussi engagée dans ce domaine-là en proposant des formations avec des collaborations avec des centres de formation. Je pense à Pop School, je pense à l'école 2600 comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est l'enjeu majeur, les compétences en cybersécurité. Et puis il ne faut pas oublier quand même que la DGSI sur le territoire intervient dans les entreprises avec des formations gratuites pour former les salariés aux bonnes pratiques. Alors, parce que comme vous le disiez, il y a déjà des pratiques de responsabilité individuelle. Faisons attention à ne pas donner des renseignements qui ne servent à rien, juste à informer les escrocs. Quoi. Et c'est pas mal de les mobiliser, effectivement, de les faire venir en entreprise pour au moins avoir un ensemble de règles de base. Et ça me fait penser que la gendarmerie des Yvelines propose aussi une formation. Ils ont fait une matinée, il me semble, au Golfe National sur former justement les PME, les TPE, les dirigeants des entreprises pour faire face justement aux dangers sur le numérique. Voilà, on pourrait continuer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on aura l'occasion de se retrouver au cours de l'année. Merci infiniment, Virginie Févé. Je rappelle le titre de votre livre, Stratégie e-marketing. Et puis, merci beaucoup Nicolas Dandry et bonne année. Merci, bonne vous année aussi. À tous et bonne année à vous tous. Voilà, j'espère que ce numéro spécial de PAF vous a plu. En tout cas, on a essayé de feuilleter déjà par avance l'album de 2022. Merci à tous.